Un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h sur Royal FM. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes. C'est-à-dire ces gens qui vont s'engager dans des batailles pour défendre un peu les frontières. Qu'est-ce qu'il faut leur donner comme statut? Qu'est-ce qui représente un peu est-ce qu'il représente vraiment ce qu'on appelait avant, c'est-à-dire des patriotes qui sont là effectivement, qui disent que, comme à l'époque de Joffre, vous savez, quand on regarde un peu la Première Guerre mondiale, on entend beaucoup chez les militaires, même chez les autorités politiques, qui disent voilà, ne cédez pas un pouce du territoire. Donc il est question toujours d'avancer. Vous savez, pendant ces guerres-là, qu'on a étudiées, on vous disait, si vous reculez, on vous tire dessus. Tout à fait. Et donc il faut toujours avancer. Et ça, c'est l'amour un peu pour la patrie. C'est-à-dire de défendre avec opiniâtreté les frontières contre, effectivement, des ennemis venus de l'extérieur. Oui, sans relâche. Sans relâche, oui, c'est ça en réalité. C'est un devoir, certes, mais est-ce que la patrie est suffisamment reconnaissant des sacrifices opérés par ces acteurs-là? Bon, voilà, vous savez, quand on parle un peu de sacrifice, en réalité, il s'agit, c'est une notion un peu providentielle pour ceux, effectivement, qui sont sur les champs de bataille. Parce que vous avez, c'est le lien entre le sacré et tout ce qui est profane. C'est-à-dire, le sacré, c'est quoi? C'est la République. Alors, c'est sacrifié pour ça. Donc, on ne peut pas s'amuser à dire, voilà, la République n'est pas sacrée pour nous. À partir du moment où vous pensez que la République n'est pas sacrée, effectivement, vous tombez effectivement dans l'irrationnel, où on vous dit, voilà, vous êtes un traître à la nation, etc. Mais alors, est-ce que les combats que mènent ces gens-là, ces soldats, est-ce que c'est suffisant, effectivement, pour qu'on puisse le reconnaître? Comment on dit ça, par exemple, la panthéonisation, c'est-à-dire qu'on on érige des statues en leur honneur, vous savez. Il y a l'historien des batailles, des belles batailles, bien entendu, qu'on appelait Plutarque. Alors, lui, c'est quelqu'un qui exaltait un peu l'héros. Quand il y avait un héros, on en parlait. Mais malheureusement, ce qu'on rencontre un peu chez nous, on a l'impression que ces héros qui sont dans le nord-ouest, là, qui se battent du côté de Boko Haram, on ne les connaît pas du tout. Pourquoi on ne les connaît pas du tout? Parce qu'il n'y a pas un discours officiel pour exalter un peu ces héros. Il faut ressortir les noms et les circonstances de leur départ. Oui, pourquoi on ne sort pas les noms? Vous savez, quand on regarde un peu, parce qu'en réalité, on n'invente rien. Tout ce qu'on a aujourd'hui, on retrouve ça il y a 200 ans. Par exemple, quand vous regardez un peu la Révolution française, à la Convention nationale, vous savez, il y avait des députés qui faisaient venir des blessés de guerre pour qu'ils parlent un peu de leur situation, des blessés. On appelait ça un peu la cérémonie des plaies. C'est-à-dire, on présentait des gens avec des plaies, avec des déchirures sur le corps. Ils venaient parler un peu de leurs problèmes. Mais malheureusement, chez nous, vous avez entendu, depuis cette affaire de Boko Haram, depuis cette affaire du Nord-Ouest, aucun soldat blessé n'est venu à l'Assemblée nationale pour parler des difficultés. Pour parler des réalités. Pour parler des réalités. Aussi. Parce que quand on regarde un peu les familles, aucune famille ne se présente pas en tant que syndicat, mais en tant que porte-parole de ces blessés. Parce que ces blessés, effectivement, quand ils vont revenir après les batailles, après la guerre, il faudra bien, effectivement, qu'on leur dise, est-ce que vous avez des pensions d'invalidité de la guerre, parce que vous êtes mutilés. Et ça, il faut y penser maintenant, il faut trouver une solution. Il faut donner un statut à ces blessés de guerre. Il faut donner un statut à ces gens-là. C'est vrai qu'il y a des médailles qui sont, on va dire, décernées à ceux qui ont perdu la vie sur le champ de bataille. Est-ce à dire qu'on devrait faire un peu plus
Bien entendu, parce que vous savez, quand vous avez des blessés, par exemple, je ne parle pas de mort là, quand vous avez des blessés, par exemple, sur le champ de bataille, vous avez par exemple des gens qui ont perdu leur œil, parfois un bras, parfois un membre, etc. Alors, ces gens ne sont pas morts, ils sont encore vivants. Et qu'est-ce qu'on va en faire quand ils seront démobilisés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus y retourner? C'est vrai que... Ce champ de bataille. Voilà, oui, parce qu'il y a Marc Bloch, un historien de la Révolution française, qui utilisait l'expression la fleur au fusil. C'est-à-dire des gens allaient se battre avec, pas avec enthousiasme, mais avec résolution. Hein, c'est des mots différents. Quand ils ont cette résolution, ça veut dire qu'ils aiment vraiment la patrie. Mais maintenant, est-ce que on peut effectivement, dans cette, à travers un peu les comités de secours public, est-ce que ces gens-là qui ont été mutilés, quels droits ils vont avoir lorsqu'ils seront démobilisés? Alors souvent, il y a ce qu'on appelle un peu des réinsertions. Il faut la réinsertion de ces gens-là. Or, pour le moment, moi, j'en vois pas beaucoup. Vous savez, vous avez beau faire des tours, discuter avec ces gens, parce que j'en rencontre une ou deux fois, pas de temps en temps. Mais la réinsertion, non, ce n'est pas possible. Elle ne suit pas. Voilà, elle ne suit pas. Ah, pourtant, on a ce qu'on appelle le Comité national de réhabilitation des handicapés. On peut les intégrer dedans si l'armée n'est pas capable, effectivement, de le faire. Donc, il faut, je crois que c'est un manque, il y a encore ce que moi j'appelle souvent la bureaucratie chez nous, c'est-à-dire un manque de réinvention, un peu, de méthodes, effectivement, pour apaiser un peu les douleurs de ces gens quand ils reviennent. Parce que souvent, ils n'ont pas de mâchoire. Oui. Que souvent, il n'y a pas de bras, donc forcément, c'est difficile de continuer une activité manuelle. Bien entendu, ils ne peuvent plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut en faire là maintenant? On va les laisser à 40 ans pourrir dans une maison où ils sont inactifs, où l'avenir leur est complètement obstrué. Donc, je crois que c'est ça, c'est des réflexions qu'il faut mener maintenant, Raison pour laquelle, quand on lit un peu ce type de livre-là, ça permet maintenant de poser des problèmes sur la table. Parce qu'il ne faudra pas les poser demain quand, effectivement, ces gens vont se retourner effectivement contre leurs généraux, contre la République. Parce qu'ils se sentent peut-être abandonnés. Parce qu'ils sont abandonnés, on a vu ça. Moi qui suis historien, j'ai souvent vu, on a entendu parler, par exemple, dans ces pays-là, où il y a eu des guerres. Ces gens-là, quand on n'entendait pas leurs revendications, et qu'est-ce qui se passait? Ils venaient protester dans les rues, et ça donnait une image un peu négative, un peu du pays. Un peu comme si l'État avait abandonné ses fils, qui s'étaient quand même donné à corps et à cri pour simplement aller défendre... comment dire ça? Représenter un peu ces gens qui sont morts pour la patrie. Et ça, c'est vrai qu'on nous dira que dans nos traditions, comme on le fait là, dès qu'un soldat est mort, on le retourne chez ses parents, on lui donne un peu de sous. Une décoration. Souvent même pas décoration. Souvent même pas. Moi, j'ai perdu... Et peut-être les enfants du disparu, considérés comme les pupilles de la nation. Bien entendu, c'est ce qu'il faut, oui. Dans toutes les nations, on a vu les pupilles de nations. Les nations considérées. Il faut les suivre. Oui, il faut les suivre. Même les veuves, même les ascendants, etc. Et c'est ce qu'on appelle un peu la prime à la mort. Et ça, il faut. Dans tous les pays, vous avez ces primes à la mort. Est-ce que, je crois qu'on va voter un nouveau budget là bientôt, est-ce qu'on a réservé ce type de primes, effectivement, aux gens qui vont arriver dans des jours qui viennent, l'année prochaine? Il faut y penser. Mais il faut y penser. Donc, c'est l'occasion un peu pour nous souvent de mettre sur la place publique ce type de débat, parce qu'on a une bureaucratie qui refuse de réfléchir. On a une bureaucratie, effectivement, qui refuse, effectivement, d'admettre que quand on est mort pour la patrie, effectivement, on mérite un peu la reconnaissance. Et ça, c'est un sujet important. On le voit depuis, par exemple, depuis les guerres révolutionnaires, depuis les guerres impériales. Il y a eu, je me rappelle un peu, il y a eu ce qu'on appelle à l'époque les médailles coloniales. C'est-à-dire les Français qui donnaient des médailles aux Africains qui se battaient au Soudan, etc. C'est fini ce temps de médailles coloniales. Il faut maintenant que les médailles soient les nôtres, qui nous appartiennent et que soient inscrites. Que soit inscrit dessus cette reconnaissance tant entendue un peu
de la part de la nation, effectivement, pour laquelle ces gens ont beaucoup donné. D'accord. Merci Hervé Akam. Oui. Et certainement à la prochaine occasion. Oui, je crois qu'à partir de janvier, là, on va beaucoup parler des géopolitiques. Oui. Géopolitique. Donc la nouvelle année s'annonce. Elle s'annonce. De surprises. Oui, beaucoup de surprises avec beaucoup de livres. Merci. Au cas où on ne se rencontre pas, peut-être ce n'est pas trop précipité que de vous dire bonne et heureuse nouvelle année et surtout heureuse fête de fin d'année. Merci.